La prairie, que le traîneau coupait en ligne droite, était plate comme une mer, on eût dit un immense étang glacé. Le railroad qui desservait cette partie du territoire remontait du sud-ouest au nord-ouest par Grand Island, Columbus, ville importante du Nebraska, Schuyler, Fremont puis Omaha. Il suivait pendant tout son parcours la rive droite de Platte River. Le traîneau, abrégeant cette route, prenait la corde de l'arc décrite par le chemin de fer. Mudge ne pouvait craindre d'être arrêtée par la Platte River à ce petit coude qu'elle avait fait en avant de Fremont, puisque ses eaux étaient glacées. Le chemin était donc entièrement débarrassé d'obstacles, et Phileas Fogg n'avait donc que deux circonstances à redouter. Une avarie de l'appareil, un changement ou une tombée du vent. Mais la brise ne mollissait pas. Au contraire, elle soufflait à courber le mât, que les haubans de fer maintenaient solidement. Ces filets métalliques, semblables aux cordes d'un instrument, résonnaient comme si un archet eût provoqué leur vibration. Le traîneau s'enlevait au milieu d'une harmonie plaintive, d'une intensité toute particulière. Ces cordes donnent la quinte et l'octave, dit Mr. Fogg, et ce furent les seules paroles qu'il prononça pendant cette traversée. Miss Aouda, soigneusement empaquetée dans les fourrures et les couvertures de voyage, était, autant que possible, préservée des atteintes du froid. Quant à Passepartout, la face rouge comme le disque solaire quand il se couche dans les brumes, il humait cet air piquant. Avec le fond d'imperturbable confiance qu'il possédait, il s'était repris à espérer. Au lieu d'arriver le matin à New York, on y arriverait le soir, mais il y avait encore une chance pour que ce fût avant le départ du paquebot de Liverpool. Passepartout avait même éprouvé une forte envie de serrer la main de son allié fixe. Il n'oubliait pas que c'était l'inspecteur lui-même qui avait procuré le traîneau à voile et par conséquent le seul moyen qu'il y eût de gagner Omaha en temps utile. Mais par on ne sait quel pressentiment, il se tint dans sa réserve accoutumée. En tout cas, une chose que Passepartout n'oublierait jamais, c'était le sacrifice que Mr. Fogg avait fait, sans hésiter, pour l'arracher aux mains des Sioux. À cela, Mr. Fogg avait risqué sa fortune et sa vie. Non, son serviteur ne l'oublierait pas. Pendant que chacun des voyageurs se laissait aller à des réflexions si diverses, le traîneau volait sur l'immense tapis de neige. S'il passait quelques creeks, affluents ou sous-affluents de la Little Blue River, on ne s'en apercevait pas. Les champs et les cours d'eau disparaissaient sous une blancheur uniforme. La plaine était absolument déserte. Comprise entre l'Union Pacific Road et l'embranchement qui doit réunir Kearney à Saint-Joseph, elle formait une grande île inhabitée. Pas un village, pas une station, pas même un fort. De temps en temps, on voyait passer comme un éclair quelque arbre grimaçant dont le blanc squelette se tordait sous la brise. Parfois, des bandes d'oiseaux sauvages s'enlevaient du même vol. Parfois aussi, quelques loups de prairie, en troupes nombreuses, maigres, affamés, poussés par un besoin féroce, luttaient de vitesse avec le traîneau. Alors Passepartout, le revolver à la main, se tenait prêt à faire feu sur les plus rapprochés. Si quelque accident eût alors arrêté le traîneau, les voyageurs, attaqués par ces féroces carnassiers, auraient couru les plus grands risques. Mais le traîneau tenait bon. Il ne tardait pas à prendre de l'avance, et bientôt toute la bande hurlante restait en arrière. À midi, Mudge reconnut à quelques indices qu'il passait le cours glacé de la Platte River. Il ne dit rien, mais il était déjà sûr que 20 miles plus loin, il aurait atteint la station d'Omaha. Et en effet, il n'était pas une heure que ce guide habile, abandonnant la barre, se précipitait aux drisses des voiles et les amenait en bande, pendant que le traîneau, emporté par son irrésistible élan, franchissait encore un demi-mile à sec de toile. Enfin il s'arrêta, et Mudge, montrant un amas de toits blancs de neige, disait « Nous sommes arrivés !» Arrivés, en effet, à cette station qui par des trains nombreux est quotidiennement en communication avec l'Est des États-Unis. Passepartout et Fix avaient sauté à terre et secoué leurs membres engourdis. Ils aidèrent Mr. Fogg et la jeune femme à descendre du traîneau. Phileas Fogg régla généreusement Mudge, auquel Passepartout serra la main comme à un ami, et tous se précipitèrent vers la gare d'Omaha. C'est à cette importante cité du Nebraska que s'arrête le chemin de fer du Pacifique proprement dit, qui met le bassin du Mississippi en communication avec le grand océan. Pour aller d'Omaha à Chicago, le railroad, sous le nom de Chicago Rock Island Road, court directement dans l'est en desservant 50 stations. Un train direct était prêt à partir. Phileas Fogg et ses compagnons n'eurent que le temps de se précipiter dans un wagon. Ils n'avaient rien vu d'Omaha, mais Passepartout s'avoua à lui-même qu'il n'y avait pas lieu de le regretter, et que ce n'était pas de voir qu'il s'agissait. Avec une extrême rapidité, ce train passa dans l'État d'Iowa, par Council Bluffs, Des Moines, Iowa City. Pendant la nuit, il traversait le Mississippi à Davenport, et par Rock Island, il entrait dans l'Illinois. Le lendemain, 10 à 4 heures du soir, il arrivait à Chicago, déjà relevé de ses ruines, et plus fièrement assise que jamais sur les bords de son beau lac Michigan. 900 miles séparent Chicago de New York.
Les trains ne manquaient pas à Chicago. Mr. Fogg passa immédiatement de l'un dans l'autre. La frégante locomotive du Pittsburgh-Fort Wayne Chicago Railroad partit à toute vitesse, comme s'il eût compris que l'honorable gentleman n'avait pas de temps à perdre. Elle traversa comme un éclair l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, le New Jersey, passant par des villes aux noms antiques dont quelques-unes avaient des rues et des tramways, mais pas de maisons encore. Enfin l'Hudson apparut, et le 11 décembre, à 11h15 du soir, le train s'arrêtait dans la gare, sur la rive droite du fleuve, devant le pier même des steamers de la ligne Cunard, autrement dite British and North American Royal Main Steam Packet Company. Le China, à destination de Liverpool, était parti depuis 45 minutes.